Le succès par la pensée constructive, écrit par Napoléon Hill et Clement Stone. Chapitre 5. Quelque chose de plus. Si vous avez connu l'échec malgré des efforts sincères, peut-être vous manquait-il ce quelque chose de plus nécessaire pour atteindre le succès escompté. Le théorème d'Euclide dit: le tout est égal à la somme de toutes les parties et il est plus grand que n'importe laquelle d'entre elles. Voilà un principe qui s'applique à n'importe quel élément. Il est donc primordial que vous additionnez toutes les parties pour obtenir le tout. C'est l'attitude mentale négative qui est la cause la plus fréquente d'insuccès. Soit que vous ignorez des faits ainsi que les lois universelles et leur action, soit que vous n'appliquez pas vos connaissances dans votre démarche pour atteindre votre objectif, ou encore vous ne savez comment utiliser, contrôler et harmoniser les pouvoirs connus et inconnus de votre esprit. Si vous adoptez une attitude mentale positive, vous persévérez dans vos efforts, vous continuerez à chercher afin de découvrir ce quelque chose de plus qui vous manque pour réussir. Il connaît réellement la défaite celui qui, devant l'échec, ne fait plus aucun effort pour découvrir ce quelque chose de plus. Il faut, pour s'en servir utilement, savoir exactement ce que représente ce quelque chose de plus. Par exemple, un enfant peut fort bien ne pas arriver à reconstituer un puzzle, mais s'il persévère et réussit une fois ce puzzle, il pourra facilement répéter l'opération. Peut-être la vie vous a-t-elle proposé différents puzzles que vous aimeriez reconstruire. Vous y arriverez plus facilement avec l'AMP. En voici un exemple. Un chansonnier avait écrit une très jolie chanson, mais ne réussissait pas à la faire éditer. George Cohan l'entendit, l'acheta et y ajouta quelque chose de plus qui fit sa fortune. Et savez-vous ce qu'il y avait ajouté? Trois pauvres petits mots simples, hip hip hurrah. Thomas Edison fit plus de 10 000 essais infructueux avant de réussir à fabriquer la lampe incandescente. Mais chaque insuccès le poussa à chercher quelque chose de plus jusqu'au jour où il découvrit ce qu'il cherchait. Lorsque cette application devint connue, on put fabriquer un nombre incalculable d'ampoules électriques à incandescence. Il fallait simplement appliquer certaines lois connues qui semblaient n'avoir aucun rapport avec cette invention. Il existe de nos jours des moyens, naguère inconnus, de prévenir les maladies. Ainsi, le vaccin contre la polio fut découvert par le docteur Salk, qui utilisa dans ses recherches une loi universelle qu'on n'aurait jamais appliquée à la médecine. Une formule à succès peut vous procurer 1 million de dollars, et s'il vous arrive de perdre cet argent, vous pouvez fort bien amasser un autre million, voire plus, à partir d'une autre idée. Il vous suffit d'en découvrir la formule et de l'appliquer. Supposons que vous ignorez quelle formule vous a procuré votre premier million. Dans ce cas, votre deuxième tentative pourrait ne pas réussir car, sans vous en rendre compte, vous auriez un peu aliéné votre première formule de succès. Il se peut aussi que certains ajustements se révèlent nécessaires, même si les principes demeurent immuables. Orville et Wilbur Wright réussirent à faire voler leur avion parce qu'ils découvrirent quelque chose de plus. Orville et Wilbur Wright furent les pionniers de l'aviation, mais d'autres chercheurs étaient sur la même piste qu'eux et auraient pu faire cette invention. Tous appliquaient les mêmes principes, mais les frères Wright y ajoutèrent quelque chose de plus. Leur découverte leur permit de réussir où les autres avaient échoué. Ils résolurent le problème avec un moteur à explosion monté sur un planeur et ajoutèrent au bord des ailes des clapets déplaçables, que le pilote pouvait contrôler pour maintenir l'avion en équilibre. Ces clapets furent les ancêtres des ailerons modernes. Tous ces succès, vous le constaterez, ont un dénominateur commun. En appliquant une loi générale négligée jusque-là, on découvrit ce qui manquait pour réussir. Si donc vous êtes au bord du succès, sans arriver à le franchir, pensez à adjoindre aux éléments que vous avez rassemblés quelque chose de plus. Cet ajout peut être minime. Songez que les simples mots hip hip hurrah suffirent pour faire le succès d'une chanson, que de simples clapets suffirent pour faire voler un avion. Ce n'est pas l'importance de l'ajout qui est en cause, mais sa qualité. Pourquoi la Cour suprême décida-t-elle qu'Alexandre Graham Bell était bien l'inventeur du téléphone? Nombreux furent ceux qui prétendirent avoir inventé le téléphone avant Graham Bell. Gray, Edison, Dolbear, McDonough, Vanderbilt et Rice ont tous déposé des brevets d'invention avant Bell. Mais en réalité, le seul qui touchait au but fut Philip Rice. Ce fut l'affaire d'un simple vis. Si Rice avait donné un quart de tour à une simple vis, il aurait transformé le courant discontinu en courant continu et triomphé du même coup.
Lors du procès qu'il opposa à Graham Bell devant la Cour suprême des États-Unis, il découla des débats que Rice savait retransmettre électriquement les conversations puisqu'il dit lui-même dans sa première communication, dès que l'on produit n'importe où et de n'importe quelle manière des vibrations dont la courbe est identique à celle d'un son donné ou d'une combinaison de sons, notre conduit auditif reçoit la même impression que ce son ou cette combinaison de sons aurait produite sur nous. Plus loin, la Cour note encore, reste découvrir comment produire des sons musicaux, mais là s'arrête son invention. Il pouvait donc chanter dans son appareil, mais il ne pouvait y parler. Il a reconnu dès le début du procès. Comme dans le cas des frères Wright, ce que Bell ajouta à cette invention était bien peu de choses. Au lieu de courant discontinu, il utilisait du courant continu, seul capable de reproduire une conversation. Or, ces courants proviennent tous deux de l'électricité positive. Par discontinu, on entend interrompu par une brève pause. Pour réaliser son appareil, Bell utilisait un circuit ouvert, au lieu d'interrompre par intermittence le courant, comme Rice l'avait fait. Voici la conclusion de la Cour. Rice n'avait jamais envisagé cette possibilité et n'arriva donc pas à retransmettre télégraphiquement les conversations. Ce fut Bell qui pensa à cette solution et il est impossible de prétendre que les recherches antérieures de Rice aient permis à Bell de réaliser son appareil. En persévérant dans la voie que Rice avait prise, on se heurtait à des succès répétés. En innovant comme le fit Bell, se fit la réussite. La différence entre Bell et Rice, c'est la réussite et l'insuccès. Si Rice avait persévéré dans ses recherches, peut-être aurait-il réussi, mais il arrêta ses essais et rata de peu son but. En reprenant ses travaux, Bell y insuffla une vie nouvelle et les fit aboutir. Son partenaire silencieux l'inspirait et l'aidait à réussir. Grâce à ses conférences, R.G. Le Tourneau, constructeur d'équipements lourds, eut une influence bénéfique sur des milliers de personnes. Il parlait volontiers de son partenaire silencieux, disait combien celui-ci l'aidait et l'inspirait dans sa tâche. Le Tourneau n'avait pas reçu une instruction bien extraordinaire, mais, dans son domaine, il fut émérite. Alors qu'il travaillait comme sous-contracteur au grand barrage Hoover au Nevada, le tourneau chargé du forage se heurtait à une couche rocheuse qui allait lui coûter une fortune. Malgré les frais plus importants que prévus, il était décidé à respecter les clauses de son contrat. Un autre homme aurait remâché les pertes énormes qu'il faisait, mais le tourneau, lui, se tourna vers la prière. Quel était le sens de sa prière? C'était une action de grâce. Il remerciait pour tout ce qui lui était laissé, son corset, ses mains habiles, son cerveau capable de raisonner. Il découvrit quelque chose de plus. J'étais dans la plus noire détresse, raconte le tourneau, quand j'eus la révélation du partenaire silencieux qui ne m'a plus quitté depuis dans ma vie personnelle comme professionnelle. Tout ce que je possède, tout ce que j'ai réalisé d'important, c'est à lui que je le dois. Napoléon Hill travailla pendant 18 mois avec le tourneau et eut ainsi l'occasion de l'observer de près. À cette époque, le tourneau était célèbre pour ses conférences inspirées. Il consacrait une partie de son temps à parcourir le pays dans un avion personnel et livrait ce message. Il est merveilleux d'avoir un Dieu pour partenaire. Un soir, après une de ses conférences, alors que les deux hommes revenaient en Caroline du Nord, le tourneau s'endormit. Une demi-heure plus tard, Napoléon Hill le vit prendre un carnet de notes de sa poche et y inscrire quelques lignes. Arrivé à destination, Napoléon Hill demanda à le tourneau s'il se souvenait d'avoir écrit dans son carnet de notes. J'ai fait cela? Demanda le tourneau. Sortant le carnet de sa poche pour le parcourir, tout à coup il dit, j'ai trouvé. Voilà des mois que j'attends cette réponse. C'est la solution d'un problème qui m'empêchait d'achever la fabrication d'une machine. Lorsqu'une inspiration vous vint, inscrivez-la immédiatement. Peut-être est-ce le quelque chose de plus que vous cherchez. Nous croyons que la communication qui s'établit avec l'intelligence infinie se fait par le truchement du subconscient, d'où l'importance de transcrire sans tarder ces éclairs d'inspiration que le subconscient envoie à l'esprit conscient. Albert Einstein a élaboré des théories complexes sur l'univers et les lois naturelles qui le contrôlent. Pour y arriver, il utilisa simplement un crayon et un morceau de papier. Il pouvait ainsi transcrire les questions et les réponses qui lui venaient. En vous posant, vous aussi, des questions, vous augmenterez votre pouvoir mental tout en prenant l'habitude d'écrire vos questions, leurs réponses et vos idées. Einstein, comme d'autres savants d'ailleurs, n'aurait probablement pas réussi s'il n'avait constamment cherché à dégager les principes qui découlaient de ses observations, s'il n'y avait réfléchi sans cesse en notant tout le processus de sa pensée. Est-il même concevable que philosophes et savants
puissent progresser dans leurs recherches sans prendre la moindre note de ce qui leur passe par l'esprit. Penser d'une façon neuve en choisissant pour guide un penseur à l'esprit créateur. Les livres d'Alex Horsborn, Votre puissance créative, les applications de l'imagination, ont incité des centaines de milliers de personnes à envisager leurs problèmes sous un angle plus constructif, plus positif. La pensée créatrice entraîne toujours une action positive. À l'exemple de nombreux penseurs et créateurs, Osborne utilisa comme instrument de travail un bloc-notes et un crayon. Il met sur papier toutes ses idées comme tous les créateurs et bâtisseurs. Il commence toujours par réfléchir, par dresser des plans et par étudier leur mise en œuvre. Alex Osborne met en relief une vérité évidente en disant: chacun de nous possède un certain pouvoir créateur, mais la plupart des gens ne savent pas l'employer. Les méthodes d'Osborne exposées en termes simples dans ses ouvrages ont été utilisées dans les collèges, les usines, les bureaux, les associations et même dans les familles. Osborne préconise le brainstorming où chacun des interlocuteurs met à contribution son imagination pour faire surgir des idées en réponse à un problème donné. Pendant ces réunions, on note toutes les idées émises et sont portées de jugements critiques à leur sujet. Quand on en a noté suffisamment, on fait un choix en tenant compte de la valeur et de la faisabilité des solutions proposées. Plusieurs universités nord-américaines, dont le LaSalle College de Philadelphie et l'Université de Montréal, donnent des cours très fréquentés de pensée créatrice où l'on expose les méthodes de fonctionnement et le processus de création des penseurs et les créateurs dans de nombreux domaines. Ce fut précisément grâce à cette pensée créatrice que le docteur Helmut Gates put rendre meilleur le monde où nous vivons. C'était un professeur célèbre, à la fois philosophe, psychologue, savant et inventeur, qui fit des centaines d'inventions et de découvertes dans le domaine des arts comme dans celui des sciences. Sa vision créatrice le lança à la chasse aux idées. Le docteur Gates prouva par exemple que ses méthodes de développement de l'esprit et du corps amélioraient sa santé et ses facultés intellectuelles. Napoléon Hill rappelle sa rencontre avec le docteur Gates. Lorsqu'il se présentait au laboratoire du docteur Gates avec une lettre d'introduction d'Andrew Carnegie, la secrétaire du docteur Gates lui dit: je suis navré, mais je n'ai pas le droit de déranger le docteur Gates à ce moment de la journée. Combien de temps vais-je attendre pour le voir? Lui demanda Napoléon Hill. Je l'ignore, mais vous pourriez bien en avoir pour 3 heures, répondit-elle. Oserais-je vous demander pourquoi vous ne pouvez pas le déranger? Elle hésita puis répondit: il est en pleine chasse aux idées. Napoléon Hill sourit à cette réponse et demanda: mais qu'entendez-vous par chasse aux idées? Elle lui répondit sans sourire en disant: je crois qu'il vaut mieux que le docteur Gates vous l'explique lui-même. Je ne sais vraiment pas combien de temps vous devez attendre. Si vous préférez revenir, je peux vous réserver un rendez-vous. Napoléon Hill décida d'attendre et ne le regretta pas, car ce qu'il apprit valait l'attente. Voici comment Napoléon Hill relate cette entrevue. Quand enfin je rencontrai le docteur Gates, je lui citai en plaisantant la réponse de sa secrétaire. Il ne réagit pas. Il lut la lettre d'introduction d'Andrew Carnegie et me répondit aimablement: aimeriez-vous voir l'antre où je mène ma chasse aux idées et comment je m'y prends? Je le suivis dans une petite pièce insonorisée, meublée d'une grande table et d'une chaise. Sur la table, il y avait du papier, plusieurs crayons et l'interrupteur pour le plafonnier. Le docteur Gates m'expliqua que lorsque la solution d'un problème lui échappait, il s'installait dans cette chambre, éteignait les lumières et se concentrait profondément. Il appliquait ainsi le principe de l'attention dirigée, s'en remettant à son subconscient pour trouver réponse à toutes ces questions. Les idées se manifestaient tôt ou tard. Dans certains cas, il fallait jusqu'à 2 heures de concentration pour qu'elles apparaissent. Dès que les idées prenaient forme, le docteur allumait et les inscrivait. Le docteur Gates mena à terme plus de 200 inventions que d'autres avaient abandonnées au seuil de la réussite. Il parvenait toujours à découvrir la faille, à ajouter ce quelque chose de plus. Il travaillait toujours selon la même méthode. Il examinait d'abord la demande de brevet et les défis qui s'y rapportaient. Il détectait le point faible et découvrait le quelque chose de plus indispensable à l'aboutissement des recherches. Il se retirait dans sa chambre insonorisée, s'asseyait devant une demande de brevet et ses devis, et partait à la chasse aux idées. Napoléon Hill demanda au docteur Gates de lui expliquer le processus et la nature de sa chasse aux idées. Voici ses explications. Les idées ont leur source dans
Les connaissances stockées dans le subconscient, acquises par l'expérience, l'observation ou l'instruction personnelle. Les connaissances des autres et qui peuvent se communiquer par télépathie. L'immense réservoir de l'intelligence infinie où sont stockées toutes les connaissances et avec lequel votre subconscient peut communiquer. Lorsque je suis à la chasse aux idées, je m'approvisionne à l'une de ces sources ou à toutes. Je doute que les idées puissent prendre naissance ailleurs. Le docteur Gates a compris qu'il fallait consacrer du temps à la concentration et à la réflexion pour trouver ce quelque chose de plus qui faisait la différence entre l'échec et la réussite. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Il agissait en conséquence. Au chapitre 7, nous allons apprendre à voir pour faciliter la recherche de ce quelque chose de plus. Tous les essais ne sont pas fructueux, mais l'insuccès même peut être source d'une découverte plus grande. Posez-vous la question pourquoi? Observez, réfléchissez, puis agissez en conséquence. Nous estimons que dans chaque famille, il devrait y avoir la Bible, un dictionnaire, une bonne encyclopédie. Ces livres peuvent vous aider à découvrir ce quelque chose de plus dont vous avez besoin. N'ayez pas honte de l'échec, suivez plutôt l'exemple de Christophe Colomb. Prenez une encyclopédie, vous y lirez l'histoire stimulante de Christophe Colomb qui avait étudié l'astronomie, la géométrie et la cosmographie à l'université de Pavie. Le livre de Marco Polo, les théories des géographes, les rapports et les récits des marins sur les différents types de bateaux et de navires étrangers rejetés par la mer, tout cela enflammait son imagination. Peu à peu, par induction, il en vint être persuadé que la Terre devait être sphérique. Par le fait même, il était convaincu qu'on pouvait toucher le continent asiatique en voyageant vers l'ouest, comme Marco Polo qu'il avait atteint en voyageant vers l'est. Il ressentait un brûlant désir de prouver son hypothèse. Il parvint à faire financer son expédition, arma des navires et trouva des équipages pour cette approche inconnue et pour découvrir quelque chose de plus. Il passa à l'action. Tout son esprit était tendu vers le but qu'il s'était fixé. Pendant 10 ans, il fut souvent près de trouver les appuis qui lui manquaient. Le roi du Portugal fut déçu par les échecs répétés. Les seigneurs le regardèrent avec crainte, suspicion ou moquerie. Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qui auraient pu l'aider, se dérobèrent, au dernier moment, à cause du scepticisme de leurs conseillers scientifiques. Bref, il essuya échec sur échec, mais il persévéra. En 1492, il reçut l'aide tant sollicitée et pour laquelle il avait tant prié. Au mois d'août, il fit enfin voile vers l'ouest, vers les Indes, la Chine et le Japon. Du moins, c'était la direction qu'il croyait prendre. Vous connaissez l'histoire. Après avoir abordé dans les Caraïbes, il rentra en Espagne avec de l'or, du coton, des oiseaux exotiques, des armes curieuses, des plantes mystérieuses, des bêtes inconnues et quelques indigènes. Il pensait qu'il avait atteint les îles voisines des Indes, mais il s'était trompé. Il n'avait pas atteint l'Asie. Mais sans le savoir, Christophe Colomb avait découvert quelque chose de plus. On peut bien le dire, sa découverte valait vraiment quelque chose. Vous aussi, à l'instar de Colomb, vous pouvez ne pas atteindre vos véritables objectifs, ne pas réaliser ce qui vous obsède. Tout comme lui, vous pouvez ne pas arriver à la destination désirée, au royaume de l'inconnu. Mais il se peut que ce faisant, vous découvrez aussi quelque chose de plus, quelque chose qui vaut les richesses de l'Amérique. Comme lui, vous pouvez aussi inspirer ceux qui vous accompagnent et les diriger dans la bonne direction, tandis que vous poursuivez vos recherches dans l'inconnu, les laissant réaliser les objectifs que vous avez conçus. Comme Christophe Colomb, prenez le temps de réfléchir. Adoptez vous aussi une attitude mentale positive pour atteindre vos objectifs les plus importants et découvrir ce quelque chose de plus. N'éprouverez aucune honte de l'échec. Quelque chose de plus. Mais comment? Dès maintenant, vous devrez dégager les principes des histoires que nous vous racontons pour les apprendre à votre tour, les assimiler et les utiliser. Nous ne pouvons qu'approuver sans réserve ce que dit l'amiral H. Rickover. Parmi les jeunes ingénieurs que nous avons interrogés, il y en avait peu qui connaissaient vraiment à fond les principes et les lois de leur spécialité. La plupart avaient assimilé quantité de faits, plus faciles à retenir que des principes, mais sans grande utilité sont les principes. Quand on connaît un principe, il fait partie intégrante de l'intelligence et on ne peut plus jamais l'oublier. On peut l'appliquer à de nouveaux problèmes, il reste toujours actuel, contrairement aux faits qu'on sépare de leur contexte. Ces principes, apprenez-les, appliquez-les. Si vous ne pouvez atteindre les buts que vous vous êtes fixés, essayez de trouver quelque chose de plus et vous découvrirez ce qui vous manque.
si vous consacrez du temps à l'étude, à la réflexion, à la planification, à la recherche. Ce chapitre ne serait complet sans une mention à la force résultante. Concept facile à comprendre. C'est ainsi qu'on appelle la puissance appliquée de tout principe, de toute loi naturelle ou universelle, connue ou inconnue. On peut définir la force résultante comme étant l'utilisation d'une loi universelle, que vous la connaissiez ou non. Vous allez comprendre facilement cet exemple. Lorsqu'un objet tombe sur le sol, il le fait selon la loi de la pesanteur. Mais la loi de la pesanteur en elle-même, comme toute autre loi, n'est pas une puissance. Ce n'est que lorsque vous utilisez le principe qu'il en résulte, cette puissance. Ajoutons encore ceci. La fission de l'atome. Chaque invention, chaque formule chimique, chaque phénomène psychique, chaque action et réaction individuelle, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, résulte de l'utilisation d'une loi naturelle. Chaque résultat a sa cause et on y parvient en utilisant la force résultante. Rappelons-le, l'homme est esprit et corps. Il est capable de réfléchir et de raisonner. C'est en réfléchissant qu'il apprend à faire usage de la force résultante. Et les réflexions auxquelles il se livre peuvent faire de ses pensées une réalité. Ce concept n'est pas difficile à comprendre, surtout depuis 1905, alors qu'Albert Einstein donna au monde sa formule désormais célèbre E égale mc au carré. Cette formule explique la relation entre l'énergie et la matière. Quand la matière approche de la vitesse de la lumière, nous l'appelons énergie. Et lorsque la vitesse diminue jusqu'à zéro, elle reste matière. E, c'est l'énergie. M, la masse ou la matière. Et C représente la vitesse de la lumière. La formule d'Einstein symbolise une des lois cosmiques. En la comprenant, en l'appliquant, l'homme a pu transformer la matière en énergie et l'énergie en matière, et utiliser la puissance atomique dans des buts constructifs tels que l'éclairage des villes, le chauffage domestique et la cuisson des aliments. Quelque chose de plus. Puisque matière et énergie sont en fait identiques, tout dans l'univers est en étroite relation. Vous avez un problème qui vous préoccupe? Tant mieux. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez comment appliquer dans votre vie les leçons de ce chapitre-ci. Et vous pourrez alors aborder les problèmes relatifs à la loi universelle de transmutation. Comme toutes les lois naturelles, elles procèdent de la force résultante. Pensez à méditer. 1. Quelque chose de plus. Que signifie pour vous cet important principe et comment pouvez-vous l'appliquer? 2. Si vous n'avez pas réussi dans l'une de vos entreprises, ne serait-ce pas parce qu'il vous manquait quelque chose de plus, un élément qui ne figurait pas dans votre combinaison du succès? 3. Le total est égal à la somme de toutes les parties et il est plus grand que n'importe laquelle de ces parties. Une partie manquerait-elle qui vous empêche de réussir? 4. Entre l'échec et le succès, il n'y a souvent qu'un petit quelque chose de plus. Hip hip hip, hurrah, une nouvelle conception aéronautique, un quart de tour de vis. 5. Avez-vous recours vous aussi au partenaire silencieux de Le Tourneau? 6. Utilisez l'outil le plus simple et le plus important qu'on ait inventé jusqu'ici. Servez-vous du crayon pour transcrire vos idées dès qu'elles surgissent. 7. En quoi la technique du brainstorming diffère-t-elle de la chasse aux idées? Quelle est leur valeur réciproque? 8. Utilisez l'un des principes du succès, le contrôle de l'attention. 9. Ne craignez pas de connaître l'échec. 10. Apprenez-vous de préférence les principes fondamentaux ou vous contentez-vous d'apprendre et d'assimiler une quantité de faits? N'ayez pas honte de l'échec. Suivez plutôt l'exemple de Christophe Colomb.